Merci, En fait, je vais parler aujourd'hui de l'impact de l'évolution des schémas thérapeutiques à base de corticosteroïdinales dans la prise en charge de l'asthme, en comparant les approches classiques et nouvelles. En fait, avant de commencer, je précise que cette présentation entre dans le cadre d'un symposium scientifique non proportionnel dans les laboratoires GSK. Alors l'asthme, comme vous connaissez, c'est l'asthme, c'est une maladie hétérogène, inflammatoire par excellence. Donc elle touche toutes les classes d'âge et tout particulièrement les enfants. C'est l'une des maladies chroniques les plus fréquentes au monde, de retombées médicales, sociales et économiques importantes, ce qui en fait un fardeau et pour les systèmes de santé et pour les patients. Bien entendu, l'objectif principal de la prise en charge de l'asthme est d'obtenir un contrôle optimisé de la maladie, qui a le potentiel de générer non seulement des améliorations de la santé en réduisant le risque futur d'exacerbation sévère, d'hospitalisation de décès, mais aussi d'améliorer la productivité et réduire le fardeau économique du pays. Alors, qu'en est-il des recommandations? Donc, on a vu, je pense, toute la journée, on a parlé des recommandations de GINA. En fait, selon les recommandations de GINA, les experts recommandent et maintiennent l'association ICS formoterol à la demande pour le palier 1 et 2, tout en laissant le choix, mais en second choix, aux corticosteroïdes inhalés associés au SABA à la demande, tout en sachant que les SABA en monothérapie ne sont plus recommandés par les experts de GINA. Pourquoi? Parce que il y a eu plusieurs études qui ont prouvé que la prescription des SABA en monothérapie sans corticothérapie inhalée, sans traitement anti-inflammatoire, donc on se retrouvait avec une inflammation importante, qui est incontrôlable. Pour les paliers 3 et 4, en fait, pour les paliers 3 et 4, les experts de GINA, ils priorisent clairement l'association ICS formoterol comme traitement d'entretien et de traitement de secours. Donc, c'est ça les recommandations de GINA. Alors, qu'en est-il des autres recommandations? Malheureusement, les propositions de GINA ne sont pas du goût des autres sociétés savantes, notamment la Société de pneumologie de langue française et également la Société pédiatrique de pneumologie et d'allergologie. En fait, ces sociétés savantes n'adhèrent pas aux approches des recommandations de GINA, et ce déjà depuis l'édition 2019. En fait, ils ne sont pas pour la prescription en première intention de l'association ICS formoterol dans le palier 1, puisqu'ils trouvent que, ils estiment que ce type de patient, en fait, il n'a pas été inclus dans les deux grandes études Sigma 1 et Sigma 2 qui ont fait de lui des recommandations de GINA. Donc, du coup, il n'y a pas eu d'AMM concernant cette association au palier 1. Pour le palier 2, la SPLF rappelle plus ou moins la supériorité des corticosteroïdinales à dose faible par rapport à l'association ICS formoterol à la demande en termes d'amélioration du VMS et des symptômes, toujours selon les études Sigma et Sigma 2. Donc, du coup, il n'y a pas eu d'AMM européen concernant cette association au palier 2 à la demande. Pour les paliers 3 et 4, la SPLF ne priorise pas l'approche MART avec cette association. Pourquoi? Parce que cette association, cette proposition existait déjà depuis quelques années et depuis, au même rang que les autres options, et il n'y a pas eu depuis des années de publications récentes qui ont prouvé la supériorité de cette association par rapport à d'autres. Donc, du coup, la SPLF préconise sans distinction, l'association ICS là-bas, sans distinction entre les sites de corticoïdes de là-bas. Par contre, si vous remarquez, les SPLF, ils préservent, ils gardent les SABA comme traitement de premier secours, à tous les types, à tous les niveaux de l'asthme. Alors, pour les recommandations espagnoles GINA 2022, ça ressemble un petit peu aux recommandations françaises, puisque ils ne préconisent pas l'association ICS formoterol pour le palier 1 et 2, ils préconisent l'association ICS là-bas pour les paliers 3, 4 et 5, avec bien sûr les SABA en première intention comme traitement de secours.
Alors, comme j'ai dit, l'asthme est une maladie hétérogène caractérisée par deux grandes composantes, notamment l'inflammation bronchique et l'hyperactivité bronchique, lesquelles, à long terme, s'ils ne sont pas contrôlées, peuvent aboutir au remodelage bronchique avec une obstruction fixe qui n'est pas en fait, une obstruction difficile à traiter. Et comme vous savez, en fait, ces deux grandes composantes sont habituellement sensibles aux corticostéroïdes inhalés, qu'ils soient seuls ou en association avec d'autres thérapeutiques. Malheureusement, l'observance du traitement reste faible. Donc, qui dit observance faible dit une persistance d'une inflammation. Une inflammation dont on a des périodes sous-optimales de bronchoprotection. Donc, on a le développement de ce fameux remodelage bronchique qui est incontrôlable. Alors, revenons un petit peu sur l'hyperréactivité bronchique qui constitue aussi une des composantes essentielles de l'asthme. Donc, cette hyperréactivité bronchique est habituellement explorée par le test de provocation bronchique à divers stimuli. Donc, ce test de provocation bronchique, en fait, comment ça se passe? Donc, on applique un degré de provocation de plus en plus élevé jusqu'à obtenir une variation de plus de 20% du VMS du patient, ce qu'on appelle le PC20. Et plus un PC20 il est bas, plus le degré d'hyperréactivité bronchique est élevé et plus l'asthme est sévère. Et c'est ce qui a été démontré dans cette étude. Comme vous voyez, dans l'asthme sévère, on a un PC20 qui est 1 mg par litre. Pour l'asthme léger, il est de l'ordre de 4 mg par litre. Et pour un sujet qui ne souffre pas d'asthme, on a un PC20 à 64. Alors, ce test de provocation bronchique se fait par des stimuli qui soient directs ou indirects. Direct, notamment l'histamine, la méthacholine. Pourquoi je dis direct? Parce qu'ils agissent directement sur le muscle bronchique responsable du bronchoconstriction. Puis les tests indirects, notamment l'exercice, le froid, l'hyperventilation, l'AIP ou bien l'adénosine monophosphate. Et ces tests indirects, c'est-à-dire ils agissent par l'intermédiaire de libération, intermédiaire de médiateurs libérés tels que le prostaglandine, le leucotriène. Donc, qui à leur tour, en fait, vont provoquer une bronchoconstriction du muscle lisse. À savoir que la provocation avec l'AMP constitue en fait le meilleur marqueur de l'inflammation des voies respiratoires par rapport à la méthacholine. Là, c'est une étude qui a prouvé un autre intérêt au test de provocation bronchique. Elle a intérêt également pour le suivi de l'efficacité des corticostéroïdes inhalés. Donc, comme vous voyez, pour des PC20 qui sont presque similaires pour les 3 doses progressives de corticoïdes, donc on a le PC20 qui augmente, c'est-à-dire que le contrôle, on a une amélioration du contrôle de l'asthme. Alors, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que toutes ces molécules de corticostéroïdes inhalés ont la même efficacité anti-inflammatoire, parce qu'ils ont le même rendement? Donc, cette efficacité anti-inflammatoire dépendrait de plusieurs facteurs, notamment l'affinité de liaison au récepteur des glucocorticoïdes des voies respiratoires, bien entendu la dose administrée et les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques PKPD des molécules qui sont déjà en fait connues. Et ensemble, ces facteurs influenceraient la rétention pulmonaire et aussi l'efficacité du traitement, mais aussi l'étendue de l'activité systémique indésirable. Donc, et pour répondre à cette question d'efficacité, il y a eu cette étude, je dirais que c'est une étude pilote, puisque je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est une étude qui a été publiée récemment en 2021 dans un journal britannique, qui a comparé justement l'efficacité de différents corticostéroïdes inhalés, notamment le fluticasone, propionate de fluticasone au budesonide. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat? En fait, clairement, ça prouve que les fluorates de fluticasone ont une efficacité bronchoprotectrice supérieure par rapport au propionate de fluticasone et par rapport au budesonide, avec une activité systémique qui reste similaire aux 3 molécules. Là, en fait, c'est un diagramme conceptuel qui a été créé sur la base de plusieurs données des meilleures ressources scientifiques de médecine actuelle. Donc, à la tête de cette pyramide, on retrouve la revue Cochrane qui constitue la meilleure ressource scientifique et avec la meilleure, en disant que la meilleure rigueur méthodologique. Et actuellement, on parle en fait de modélisation. Alors, si vous permettez de faire un petit aparté sur la modélisation, en fait, c'est un concept, puisque je vais en parler tout à l'heure. En fait, c'est un concept qui a été créé dans les années 20 et 40.
En fait, et en médecine, en fait, c'est un concept qui est donc, en fait, c'est un outil qui est indispensable et d'une aide précieuse pour la prise en charge optimale des patients, notamment des patients asthmatiques dans notre contexte. En fait, il permet donc d'assurer une sécurité optimale des patients en maximisant l'efficacité des traitements tout en limitant la survenue d'effets secondaires, en augmentant également la rapidité de prise en charge. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre des semaines ou des mois ou des années en attendant en fait les résultats d'une étude pour prescrire un médicament. Et aussi, elle permet, donc la modélisation, elle permet de réduire le coût pour les systèmes de santé, donc réduire le coût de développement des médicaments. En fait, c'est un concept qui fait partie intégrante du processus de développement des médicaments. Alors, cette étude de modélisation, en fait, elle permet de répondre à un certain nombre de questions en matière d'asthme, notamment en ce qui concerne donc les options thérapeutiques PRD, PRN, PRD pour l'approche proactive régulière et PRN pour l'approche PRN. Donc, la première question est que comment une mauvaise adhésion à la PRD avec l'approche PRD affecte-t-elle la bronchoprotection? La deuxième question, est-ce qu'une approche PRN est-elle capable d'assurer une bonne bronchoprotection? La troisième question, quelle est la différence en termes de bronchoprotection entre les approches thérapeutiques PRD et PRN? Et enfin, est-ce que cette hypothèse est correcte, le fait de penser que la différence de puissance entre les ICS peut être surmontée en administrant des doses plus importantes des médicaments moins puissants pour atteindre l'équivalence thérapeutique? Et pour répondre donc à ces questions-là, donc je partage avec vous ce papier publié en 2012. C'est une étude de modélisation qui a comparé en fait l'efficacité et le profil bénéfice-risque de différents schémas thérapeutiques comprenant les corticostéroïdes inhalés chez les patients souffrant d'asthme léger. Alors, du coup, donc, il y a eu une étude de modélisation. Donc, un modèle mathématique ou bien un modèle PKPD donc, a été créé, utilisé, donc validé pour évaluer l'effet protecteur de 3 molécules, donc corticostéroïdes inhalés, se basant sur la précédente étude dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui a comparé l'efficacité des 3 molécules, donc selon divers schémas posologiques et scénarios cliniques donc d'observance. Alors, c'est quoi cette approche? La première approche, c'est l'approche PRD, avec des schémas de simulation d'une adhérence élevée à 100%. Une approche PRN, donc l'approche PRD avec une simulation à 100 et 50%. L'approche PRN avec une simulation de 3 à 4 inhalations par semaine. Et cet effet protecteur, en fait, il a été évalué par le test de provocation bronchique à l'AMP, ce qu'on appelle l'AMP PC20. Donc, il a permis de déterminer 2 seuils. Le premier seuil, donc, il est défini par un AMP PC20 à 16 mg par millilitre, au-dessus duquel donc, il n'y a aucun effet bronchoprotecteur lié au traitement. Le deuxième seuil, donc, c'est un seuil qui est défini à 27 mg par millilitre et au-dessus duquel il y a un effet bronchoprotecteur cliniquement significatif. Alors, quels sont les résultats de cette étude de modélisation? En fait, quand vous voyez, donc avec l'approche PRD et une adhérence de 100%, donc on a un effet bronchoprotecteur cliniquement significatif soutenu pendant toute la durée donc, de l'étude simulée de 28 jours. Donc on a les graphiques qui est au-dessus du deuxième seuil. Donc ça, avec le fluorate de fluticasole et le propionate de fluticasole en PRD, une adhérence à 100%. Et si on veut comparer ces résultats avec l'approche PRN avec le budesonide, on voit qu'il y a une couverture de bronchoprotection seulement de 26% de l'ensemble du temps de l'étude simulée de 28 jours. Donc il n'y a pas photo, donc l'approche PRD avec une adhérence à 100%, donc elle est meilleure par rapport à l'approche PRN. Alors, par contre, en cas de mauvaise adhérence ou bien une adhérence à 50%, donc on remarque effectivement qu'il y a une réduction de l'effet bronchoprotecteur de ces 2 molécules de fluticasole, certes, oui, mais ça reste en fait de plus longue durée par rapport à l'approche PRN. Donc, on remarque avec le fluticasole, donc les 2 molécules de fluticasole, il y a quelques pics vers le bas, effectivement. Donc, il y a une réduction de la durée de l'effet bronchoprotecteur. Mais par rapport à l'approche PRN, il y a beaucoup plus de pics vers le bas. Donc, avec l'approche PRD avec une adhérence à 50%, on a en fait un effet bronchoprotecteur de plus longue durée par rapport à l'approche PRN.
Cette slide, en fait, elle récapitule un peu les résultats de cette étude de modélisation. Donc, pour dire au final, en fait, que l'administration régulière et proactive des corticostéroïdes de longue durée d'action, notamment les furatofluticasone et propionatofluticasone, donc ils ont un effet bronchoprotecteur cliniquement significatif de plus longue durée par rapport aux molécules, par rapport à l'approche PRD, ARN, avec la molécule de budénoside. Alors, la deuxième étude de modélisation, en fait, c'est une modélisation qui a été, une étude qui a été publiée en 2022, donc qui a comparé, en fait, les approches nouvelles et anciennes en ce qui concerne l'efficacité des différents schémas thérapeutiques contenant les corticostéroïdes inhalés, donc dans l'asthme, quelle que soit la sévérité de l'asthme. Et pour ce, donc, on a utilisé un modèle mathématique, un modèle PKPD, qui a été validé puis utilisé pour évaluer l'efficacité et l'activité systémique de 2 corticostéroïdes inhalés, notamment le propionate de fluticasone et le budesonide dans l'asthme, selon les différents schémas posologiques et scénarios cliniques d'observance. En fait, dans l'asthme léger, donc on a 2 approches. La première approche est l'approche PRD, avec une simulation d'adhérence à 100%, une simulation d'adhérence de 70%, une simulation d'adhérence à 50%. C'est-à-dire que les patients, il y a eu une utilisation de 50% de la dose prescrite dans cette étude de modélisation. Puis la deuxième approche est l'approche PRN avec une simulation de 3 à 4 inhalations par semaine. Pour l'asthme modéré et modéré à sévère, en fait, il y a eu 2 approches. La première approche est l'approche PRD avec une simulation d'adhérence élevée à 100%, c'est-à-dire que les patients utilisaient 100% des doses prescrites. La simulation d'adhésion réaliste à 85%. Pour la deuxième approche, c'est l'approche MART et l'approche PRN avec des simulations de 1 à 5 bouffées par jour. En fait, tout ce qui est vert, c'est les approches PRD et tout ce qui est mauve, c'est les approches PRN et MART. Et avant que je passe aux résultats, je tiens à définir certains mots-clés, notamment l'efficacité sur les voies respiratoires. En fait, elle est définie par le pourcentage du temps en heures sur les 28 jours de traitement simulé où une bronchoprotection cliniquement significative a été atteinte ou dépassée. Et un seuil ou un résultat qui est supérieur à 70% correspond à une bronchoprotection élevée. Et un seuil inférieur à 70% correspond à une bronchoprotection qui reste faible. Et l'activité systémique, elle est définie par le pourcentage moyen de suppression du cortisol, donc durant les 28 jours de traitement simulé. Alors une valeur qui est inférieure à 20% correspond à un seuil de sécurité optimale pour les patients. Donc en fait, l'idéal, c'est d'avoir une efficacité supérieure à 70% et une activité systémique qui est inférieure à 20%. Puis les schémas thérapeutiques ont été répartis dans l'une des 4 cohortes suivantes. Donc il y a 4 cohortes et la meilleure cohorte, c'est celle avec une efficacité élevée et une activité systémique faible, c'est-à-dire avec une efficacité supérieure à 70% et une activité systémique inférieure à 20%. Donc ce rayon bleu, en fait, ce cadran bleu, correspond au meilleur rapport bénéfice-risque des corticostéroïdes. Alors, quels sont les résultats? Alors, dans l'asthme léger, je rappelle, tout ce qui est en vert, ce sont les approches PRD, et mauve, ce sont les approches PRN. Alors, qu'est-ce qui se retrouve en fait dans cette fameuse cohorte bleue? Donc, on a l'approche PRD avec les fluticasone à 200 microgrammes et budesonide à 200 microgrammes avec des adhérences qui soient à 100 et 70%. Donc, ces 2 molécules ont assuré une efficacité élevée, supérieure à 70%, avec une activité systémique qui est faible, inférieure à 20%. En fait, c'est ce qui est optimal pour les patients porteurs souffrant d'asthme léger. Ce sont les approches PRD. Par contre, l'approche PRN, en mauve, elle est responsable en fait d'une efficacité qui reste faible quand même, il est inférieur à 70%, avec une activité systémique qui est faible. En fait, l'approche qui est plus adéquate pour ce type de patient, selon cette étude de modélisation, c'est l'approche PRD avec le fluticasone et le budesonide.
Alors, quant à l'asthme modéré, qu'est-ce qui se trouve dans cette fameuse case bleue? Donc, on a cette association fluticasone-salmeterol avec de 250 microgrammes de corticoïdes, avec les adhérences 100 et 85% avec les approches PRD. Donc, c'est la seule configuration qui est, ou bien schéma thérapeutique qui se trouve dans ce cadran bleu. Alors, pour les autres approches, on voit parfaitement que les autres approches, que ce soit les fortes doses de l'association fluticasone-salmeterol ou bien le budesonide formoterol, donc et même les approches PRL, les approches SMART, donc elles assurent, toutes ces approches, elles assurent une efficacité qui est élevée, supérieure à 70%, d'accord, mais ils ont également une activité systémique qui est élevée, donc ce qui n'est pas en fait optimal pour le patient. Donc, en résumé, pour l'asthme modéré, c'est plutôt le fluticasone-salmeterol à 250 mg avec l'approche PRD. Pour l'asthme modéré à sévère, bon, malheureusement, il n'y a aucun schéma thérapeutique qui fait partie de cette cohorte-là. Mais si on veut décortiquer un petit peu plus ces résultats, on voit parfaitement que toutes les approches PRD, presque toutes les approches PRD, donc avaient une efficacité qui reste élevée avec une activité systémique qui est élevée, et aucune approche MART n'a abouti ou bien n'a offert en fait une efficacité élevée ni une activité systémique faible. Donc aucune approche MART n'a abouti à un rapport bénéfice-risque qui est optimal. Alors pour conclure, déjà pour la première étude de modélisation, donc aux doses recommandées, en fait cette première étude de modélisation qui a concerné surtout les patients souffrant d'asthme léger, donc aux doses recommandées, tous les régimes corticostéroïdes inhalés ont fourni une efficacité bronchoprotective soutenue lorsqu'ils sont administrés régulièrement avec une observance élevée. Et avec une mauvaise observance de 50% une approche PRN, donc les molécules à plus longue durée, notamment les deux molécules de fluticasone, ont fourni une protection plus durable par rapport aux molécules de plus courte durée, notamment le budesonide. Et ces données mettent en évidence les avantages de l'utilisation, l'utilisation de corticostéroïdes inhalés comme dose d'entretien, c'est-à-dire avec l'approche PRD dans l'asthme léger, avec des risques potentiels de sous-traitement par les corticostéroïdes avec l'approche PRN, avec malheureusement des niveaux réduits de bronchoprotection. Pour la deuxième étude, donc on voit parfaitement que les simulations avec le fluticasole, donc le fluoride de fluticasole à 200 microgrammes, le budesonide à 200, le propionate de fluticasone, le budesonide, avec l'approche PRD, donc ils ont apporté un plus grand degré de bronchoprotection avec une faible activité systémique, c'est-à-dire avec un rapport bénéfice-risque qui est optimal. Et les simulations de l'étude ont montré également que l'approche ICS formoterol avec l'approche PRN sont inadéquats pour les patients souffrant d'asthme léger car ils ne reçoivent pas la bronchoprotection optimale pour ce type de patients. Pour l'asthme modéré, c'est plutôt l'approche PRD avec l'association fluticasone, propionate salmeterol à 250 microgrammes 2 fois par jour, donc qui a assuré un rapport bénéfice-risque optimal des corticostéroïdes inhalés. Et malheureusement, dans l'asthme modéré à sévère, aucune approche MART n'a assuré une haute efficacité des voies respiratoires avec une faible activité systémique. Alors pour conclure, je dirais que le dosage proactif régulier, c'est-à-dire avec l'approche PRD, avec les corticostéroïdes inhalés ou les ICS là-bas, est plus susceptible de fournir un meilleur rapport bénéfice-risque pour traiter adéquatement l'inflammation bronchique qui constitue le substratant physiopathologique de l'asthme. Et les schémas posologiques flexibles, notamment ICS là-bas, au besoin et le dosage, l'approche MART, peuvent ne pas être l'approche pharmacologique optimale pour gérer tous les patients asthmatiques dans la pratique clinique. Et j'insiste sur le fait que la dose quotidienne de corticostéroïdes est aussi associée à une bonne observance sous traitement, a un impact majeur sur l'efficacité des voies respiratoires et l'activité systémique dans les modèles d'asthme léger, modéré, modéré à sévère. Et j'insiste aussi sur un autre point, l'importance de réalisation de nouvelles études concernant les différents schémas thérapeutiques adaptés à notre contexte marocain afin d'en tirer des recommandations nationales qui soient adaptées à notre population pour une bonne prise en charge de nos patients. Je vous remercie.
grand merci au professeur Benjamin pour cette excellente présentation, où il y a beaucoup d'associations qui demandent beaucoup d'attention pour qu'on puisse un peu suivre. Et on ouvre, on n'entend pas les questions. Moi, j'ai eu l'occasion de siéger pendant 5 ans au GINA. Donc, dans la tête du GINA, ce n'était pas le fait de faire une opposition entre PRN, MARC ou... Non, dans leur tête, c'était éviter au maximum de prendre des bétails. Alors, il y a un autre problème quand ils ne prennent pas de bétail. C'est-à-dire que la différence entre les lavages du formotérol et du salmétérol, c'est le temps d'échappement aussi. Vous savez que le temps d'échappement, c'est-à-dire la saturation des récepteurs, est plus importante avec le formotérol. Alors s'il prend beaucoup de formotérol, il essaie de bloquer le récepteur. Le salmétérol, qui est plus lent à agir, mais il sature moins vite. Alors vous avez avant des courbes comme ça, ce qu'on appelle l'échappement. L'autre problème qui se pose, je reprends encore la même histoire, c'est le problème de la perception de la discipline. Moi, je pense que si on doit mettre un malade sous fond-symptôme, c'est qu'au départ, on doit le mettre pendant un long temps pour l'équilibrer comme il faut, sous dose régulière. Mais directement sous fond-symptôme, vous risquez d'avoir de très très mauvaises surprises. Surtout que ce sont essentiellement les asthmes légers qui vont en réa. C'est les asthmes légers qui ont de la mortalité. Ce n'est pas les asthmes sévères. Parce que les asthmes sévères contrôlent leur maladie. Ils ont l'habitude de leur maladie. Mais les asthmes légers, si on prononce ce terme de léger, vous risquez de perdre le malade dans la prise médicamenteuse. C'est un peu la leçon qu'il faut tirer pour nous. Il ne faut pas minimiser la maladie. Moi, je ne prononce jamais le terme de léger. Je dis toujours, en tunisien, vous dites dire, nous on dit le fait de... Bon, mais c'est exactement la même chose. Je dis, vous avez ça. Et ça s'arrête là, je ne donne jamais le palier. Comme ça, je suis sûr que lui va prendre en considération. Alors, c'est qu'il y a des praticiens qui s'attachent toujours à la monothérapie, à la psychothérapie seule et la je ne sais pas s'il y a des pédiatres dans la salle, je ne sais pas aussi qu'est-ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que le protocole chez les enfants, on privilégie plutôt la monothérapie par rapport à la psychothérapie dynamique? Donc, je ne sais pas si vous voyez des enfants, à partir de quel âge. Alors, une deuxième question, chez les cardiaques aussi, qui ne supportent pas, les arythmiques surtout, souvent des sollicitations des cardiologues, de ne pas trop mettre des bêta-2 bénétiques. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dernière question. Bon, pour les cardiaques, d'accord. Effectivement, les SABA, ils sont connus pour leur effet, donc ça donne en fait des palpitations, des tachycardies, ça c'est connu. Malheureusement, donc il n'y a pas une autre alternative que ça. Donc malheureusement, les formotérols ils donnent moins de, je pense, moins de tachycardie à ma connaissance que les salbutamol, mais bon, c'est un effet auquel on n'a pas vraiment le choix. Donc le seul traitement de secours qu'on a, c'est les SABA. Donc il n'y a pas vraiment une autre alternative. Quand même, donc il y a une autre alternative dans un autre sens, c'est-à-dire on va essayer de contrôler le patient, c'est-à-dire qu'il ait moins de recours à ces SABA, tout simplement. Donc je ne sais pas si il a recours le patient fréquemment justement à ces des SABA, donc peut-être on devrait augmenter le palier. Donc passer à une dose plus élevée, une association, ça dépend où le patient se stadifie au début, mais je pense qu'il faut augmenter le grade parce qu'il faut, justement pour ce type de patient, il faut éviter justement la prise des SABA, donc avec une fréquence élevée. Alors pour la première question, chez l'enfant. Ah oui, oui. L'approche chez l'enfant à partir de quel âge? Donc, je ne sais pas si elle est pédiatre, Ah voilà, elle est là. Docteur. Oui, je suis docteur Hamoud, pédiatre à Rabat. L'association contre-indiquée chez les enfants moins de 4 ans. D'accord, donc en effet, avec la corticothérapie seule, s'allongement de temps en temps par palier la dose de la corticothérapie, il faut dire que vraiment on arrive à contrôler la majorité des enfants avec la corticothérapie inhalée et on n'a pas besoin
de commencer directement par l'association. On y va tout doucement. Si vraiment on n'arrive pas à obtenir le contrôle, et en regardant un peu la technique surtout d'inhalation, l'adhérence à l'observance thérapeutique et la technique d'inhalation, surtout chez les tout petits enfants, moins de 4 ans, c'est difficile un peu, et chez les nourrissons, mais on arrive à gérer avec la plupart de nos malades avec la corticothérapie inhalée. Mais on utilise aussi l'association qu'il nous faut en fonction des recommandations. Voilà.